Je me présente par devant vous, non pas seulement comme législateur, mais comme citoyen de ce pays maintenu par les antivaleurs, convaincu qu'il est temps de passer d'une lutte proclamée à un combat réellement opérant, car la lutte, la corruption, honorable collègue, n'est pas une simple infraction, c'est un poison lent qui sape nos institutions, dévore nos politiques publiques, ruine nos finances et vole à notre peuple le fruit de son travail et de son espérance. Honorables députés et chers collègues, depuis plus de 6 décennies d'indépendance, notre nation peine à traduire son immense potentiel en développement concret. Les causes sont multiples, certes, mais la corruption demeure l'une des plus dévastatrices. En effet, elle prive nos écoles, nos hôpitaux, nos routes des ressources qui leur sont destinées. Elle détourne les investissements, décourage les efforts et fait perdre à notre jeunesse la confiance en l'État. La corruption, disons-le, c'est le vol du bien commun. C'est l'accaparement par certains citoyens parmi nous de moyens destinés à nous tous. C'est l'injustice la plus cruelle envers le plus pauvre. Et c'est en vérité un crime contre la République, car elle détruit les liens de confiance entre les citoyens et leurs institutions. Ce fléau ne se limite pas à la seule administration publique. Il s'est infiltré dans le marché, dans la justice, dans les entreprises, dans les services. Il altère en réalité nos valeurs et sape notre cohésion sociale. Son ampleur est telle que la tolérance zéro doit cesser d'être un slogan pour devenir un instrument juridique, moral, politique, un instrument de combat. Honorables députés, chers collègues, la République démocratique du Congo n'est pas restée inactive face à ce fléau. Depuis 2005, notre législation a été adaptée à plusieurs conventions internationales, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée à Mérida en 2003, qui est un référentiel mondial, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo le 11 juillet 2003, qui est un référentiel continental, et le protocole de la SADC signé à Blantyre en 2001, un référentiel régional. Ces instruments nous obligent à aligner dans notre droit interne les standards internationaux les plus exigeants. Cependant, le Code pénal congolais de 1940, même modifié en 2005, demeure insuffisant pour répondre à la complexité et à la gravité des actes de corruption modernes. Certains comportements échappent à la sanction. Certaines définitions sont floues et certaines procédures laissent trop de place à l'impunité. C'est pour combler ces lacunes et donner à notre pays une législation forte, moderne et cohérente que cette proposition de loi vous est soumise. Cette réforme ne se contente pas de durcir les peines. Elle redéfinit la corruption, élargit son champ d'application et introduit des mécanismes concrets de prévention et de répression.
Quid alors des innovations qu'elle apporte? La première innovation apportée par cette proposition, c'est la définition claire et complète de la corruption. La loi précise désormais que la corruption peut être publique ou privée. Elle n'épargne ni les agents de l'État, ni les acteurs du secteur privé. Elle intègre des notions comme les facilitateurs, l'enrichissement illicite, la confiscation et la livraison surveillée, renforçant ainsi les outils d'enquête et de poursuite. La deuxième innovation, et qui en est d'ailleurs la plus particulière, c'est l'imprescriptibilité des infractions de corruption. Honorables députés, chers collègues, désormais, aucune prescription ne viendra protéger ceux qui ont trahi la confiance publique. Les crimes de corruption ne s'effacera pas avec le temps, car la justice pour le peuple ne saurait être périssable. Tout celui qui a corrompu hier, qui corrompt aujourd'hui, qui le fera le lendemain, sera tenu pour responsable de ses actes durant toute sa vie et où qu'il se trouvera. La troisième innovation est en rapport avec l'élargissement des incriminations. La proposition de loi consacre de nouvelles infractions telles que le favoritisme, le refus ou la fausse déclaration du patrimoine, le conflit d'intérêts, l'entrave à la justice, l'abus de fonction, la prise illégale d'intérêt, le délit initié, le financement occulte de partis politiques et même le blanchiment du produit de la corruption. Ainsi, la loi n'attaque plus seulement l'acte visible de corruption, mais toute la chaîne de comportements corrupteurs. La quatrième innovation concerne un régime de sanctions dissuasif et exemplaire. Les peines sont renforcées, les confiscations deviennent obligatoires, les privilèges supprimés et la qualité officielle devient juridiquement inopérante. Autrement dit, aucune fonction, aucun rang, aucun titre ne mettra quiconque à l'abri de la loi. La cinquième innovation introduite est relative au mécanisme d'exemption et d'atténuation. La loi reconnaît que celui qui, avant ou pendant le conflit, collabore avec la justice et aide à identifier les auteurs peut bénéficier d'une réduction ou d'une exemption de peine. C'est une manière d'encourager la dénonciation et la coopération au service de la vérité. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues, cette loi est d'abord un acte de restauration morale, mais aussi un acte de souveraineté nationale. De restauration morale parce qu'elle redonne un sens à la fonction publique, un honneur au service de l'État et la dignité à la République. Voter cette loi, c'est affirmer que nul n'est au-dessus du peuple, que le mandat public n'est pas un privilège, mais plutôt un service, un sacerdoce, et que la probité doit être la première vertu du leadership. C'est aussi un acte de souveraineté nationale, car la corruption n'est plus simplement un problème juridique, elle est maintenant une question de sécurité nationale, de stabilité politique, de crédibilité internationale. Aucun partenaire,
aucun investisseur, aucun doyen, aucun citoyen n'a confiance dans un État où la loi ne s'applique pas avec rigueur. Nous devons, par ce texte, envoyer un message clair. La République démocratique du Congo ne sera plus un sanctuaire de l'impunité. Elle est désormais une nation debout, digne, responsable, où la justice n'est pas négociable. Honorables députés, l'histoire nous observe. Nos enfants nous regarderont demain et nous poserons la question si après. Qu'avez-vous fait, vous, représentants du peuple, quand la corruption détruisait notre avenir? Ce texte n'est pas celui d'un homme, c'est le cri d'une nation qui réclame justice et équité. Ce n'est pas un texte contre qui que ce soit, c'est un texte pour la République, un texte pour redonner confiance au peuple, pour restaurer la dignité de nos institutions et pour bâtir un avenir où le mérite l'emporte sur la tricherie, les services sur l'intérêt personnel et la transparence sur l'opacité. Nous ne pouvons plus tolérer que la corruption soit de la poursuite du succès pendant que l'intégrité devient un handicap. Nous ne pouvons plus enseigner la morale à nos enfants pendant que nos lois protègent l'immoralité. Nous devons aligner nos paroles, nos lois et nos comportements sur les valeurs de la République. Honorables députés et estimés collègues, la lutte contre la corruption, bien sûr, ne sera jamais facile. Parce qu'elle dérange, elle bouscule, elle effraie, et parfois même, elle fait peur, mais elle est quand même nécessaire. Elle est juste. Elle est aujourd'hui, plus que jamais, le passage obligé de notre renaissance nationale. En adoptant cette proposition de loi, nous ne votons pas seulement un texte juridique, mais nous affirmons notre foi en l'état de droit, nous réaffirmons notre loyauté envers le peuple et nous déclarons haut et fort que la République démocratique du Congo mérite mieux que l'impunité. Je vous invite donc, honorables députés, à voter massivement cette loi pour l'honneur de notre Assemblée, pour la crédibilité. En avril 2025, j'ai déposé au bureau de l'Assemblée nationale la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 78 022 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route essai conformément aux prescrits de l'article 100 de la Constitution de notre pays et des articles 151, 152 et 154 du règlement intérieur de notre Chambre législative. Après vérification des conditions de recevabilité de cette initiative législative par le bureau d'éthique de l'Assemblée nationale et sa transmission par le bureau au gouvernement pour observation, nous voici à l'étape de sa présentation. Cette présentation devant la représentation nationale de l'économie qui texte des lois sous examen relève de la double exigence à la fois réglementaire et pédagogique. Voilà pourquoi je viens humblement me soumettre à cet exercice parlementaire. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, estimés collègues. Depuis la cession de notre pays à l'indépendance, l'État a encadré, voire mieux régulé
la sécurité routière successivement par la loi numéro 78/022 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route et l'ordonnance numéro 62/12 du 17 janvier 1957 portant règlement de la police du roulage et de la circulation inspiré par la Convention de Genève du 19 septembre 1949. Or, depuis lors, plusieurs changements importants sont intervenus, notamment la Convention précitée de Genève sur base de laquelle l'ordonnance 62/12 du 17 janvier 1957 a été conçue, fut remplacée par les conventions internationales de Vienne du 3 et 8 novembre 1918 sur la circulation et la signalisation routière. L'exigence de la mise en application des codes nationaux en vertu de la résolution des conventions de Vienne sur la circulation routière ayant abouti à l'élaboration à l'échelle du monde des règles de la signalisation et la nécessité, l'urgence politique de doter les pays d'un nouveau code de la route censé tenir compte des nouvelles avancées enregistrées dans les secteurs de la circulation routière. À ce jour, soit 3 décennies ou 47 ans après l'entrée en vigueur de notre code de la route, plusieurs de ces dispositions se sont révélées inadaptées, dépassées et obsolètes face à la mutation sociale, démographique, infrastructurelle, économique et juridique liée aux soubresauts conjoncturels, politiques, culturels et sécuritaires. De ce point de vue, il est donc apparu plus qu'urgent que ces dispositions subissent une réactualisation, voire modification substantielle en vue de renforcer les règles concernant la circulation sur la voie publique, les conditions applicables aux usagers de la route, la sécurité routière et le contrôle technique. Les nouvelles techniques avancées dans la construction de routes, les mesures de sécurité routière afin de combattre, voire réduire la fréquence des accidents de route, lutter contre la propagation des épidémies et d'autres maladies épidémiques, le respect des droits de l'homme se réduisant par l'introduction de nombreuses dispositions réservées aux piétons, aux infirmes, aux cyclistes et cyclomotoristes. La procédure sur les conditions d'octroi des permis de conduire et en lui imposant une série de mesures relatives à l'entretien et à l'utilisation du véhicule à bon état de conduite. La signalisation routière internationale constituait en grande partie des symboles facilitant ainsi la compréhension aisée des signaux par les usagers de toute nationalité. L'intégration des mesures de sécurité relatives aux conditions techniques maximales et des mesures de répression en vue de sanctions toutes les infractions ayant trait aux règles de circulation sur la voie publique. À ces faits, la présente proposition de loi a l'avantage d'intégrer quelques réajustements et correctifs nécessaires à la loi en vigueur, dont l'ultime objectif de renforcer les dispositions existantes tout en tenant compte des pratiques nécessaires actuelles. Au titre de modification, la présente proposition apporte essentiellement 12 innovations majeures suivantes et à savoir 1. L'intégration de plusieurs nouveaux concepts applicables aux règles de circulation routière sur la voie publique. Air pistonné,
accotements, agglomérations, auto-écoles ou centres de formation, automobiles, autoroutes, bandes d'arrêt d'urgence, céder les passages à d'autres véhicules, carrefour à sens giratoire, insertion ou carrefour remorque, transport en commun des personnes n'excédant pas 10 personnes, voies piétonnières et autres. 2. La requalification des agents chargés de la circulation routière, qui doit être désormais considéré comme agent chargé de circulation routière, voire l'article 4. 3. Introduction de nouvelles injonctions faites par les agents chargés de la circulation routière ainsi que des conditions de leur formation ou recyclage. Les bras levés verticalement accompagnés d'un coup de sifflet, les bras ou le bras tendus horizontalement, la main levée à l'extrémité du bras tendu horizontalement ou de côté, les balancements latéraux de droite à gauche de la main et les bras tendus en balancement de haut en bas et d'autres injonctions. 4. Le renforcement de mesures applicables à la circulation et sécurité routière, aux usagers de la route, manœuvres de changement de direction, le dépassement des véhicules, le sens du croisement, l'arrêt, le stationnement, la redéfinition de véhicules dits prioritaires, voire l'article 35. 5. L'instauration des dispositions particulières concernant les piétons, motocyclistes, cyclistes, tricycles ou quadricycles, les comportements de conducteurs à l'égard des piétons, les véhicules dits prioritaires, les véhicules de services réguliers de transport en commun. 6. La requalification et la prise en compte du changement des signes de distinctifs de l'État congolais dans les numéros d'immatriculation CGO en lieu de place des ZRE. 7. La réglementation du temps de conduite et des repos dans les transports routiers ainsi que l'instauration des barrières de pluie. 8. La redéfinition et la réglementation des visites et des contrôles techniques de véhicules. 9. L'introduction de nouvelles mesures applicables au contrôle routier et des permis de conduire. 10. L'institutionnalisation de l'enseignement sur la conduite automobile et la sécurité routière. 11. L'introduction de mesures sur les conditions de retrait ou de suspension du permis de conduire, d'immobilisation, de mise en fourrière et de retrait des véhicules de circulation. 12. La révision et l'actualisation des amendes applicables aux infractions concernant les règles d'usage des voiries ouvertes à la circulation routière, règles de conduite de véhicules, équipements, règles administratives de circulation de véhicules et de conducteurs. Ainsi donc, sur le 151 article qui compte la loi numéro 78/022 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route, la présente proposition de loi comprend 4 articles. Article 1er modifie 66 articles de l'ancien code. Article 2 insère 48 nouveaux articles. Article 3 supprime l'article 74 de l'ancien code. Article 4 abroge toutes les dispositions antérieures contraires à la présente proposition de loi. Article 5 fixe l'entrée en vigueur de la loi rectifiée ou modifiée en vigueur. Honorable Président de l'Assemblée nationale,
honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et estimés collègues, après analyse approfondie des innovations apportées à la loi en vigueur, il vous sera facile, dans un élan républicain, de cerner les contestations suivantes. 1. Les modifications proposées comme une réponse appropriée aux difficultés majeures et réelles dans l'application de l'ancien code de la route. 2. Certaines innovations appellent notre Chambre à lever des options fondamentales dans l'ultime but de fixer de nouvelles règles concernant la circulation sur la voie publique, les conditions applicables aux usagers de la route, la sécurité routière pour prévenir les accidents et protéger les usagers, les contrôles techniques, les rapports entre les agents de la circulation routière et les usagers en vue de jeter de nouvelles bases de nos aspirations dans la recherche des pistes de solutions au dérapage constaté. Les modifications proposées accordent une place prépondérante dans la régulation du comportement des usagers et l'anticipation de mesures renforçant la sécurité des usagers et la tolérance mutuelle. De ce point de vue, le célèbre Gandhi disait « Les règles d'or de la conduite et de la tolérance mutuelle, car nous ne pensons jamais tous de la même manière, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous les angles différents. » Pour une meilleure circulation routière et bonne préservation de la qualité de nos routes, le bon sens nous recommande de privilégier la sécurité, observer la courtoisie, de respecter les limitations de vitesse, porter la ceinture, éviter les distractions au volant en utilisant les téléphones lors de la conduite, anticiper les actions des autres conducteurs, respecter les règles de priorité et ne jamais conduire sous l'influence de l'alcool ou des drogues. Tout ce que ce bon sens oblige sera désormais régulé avec une proposition pour une conduite responsable. En définitive, j'exhorte l'Assemblée plénière à voter la recevabilité de la présente proposition de loi qui, certes étant une œuvre humaine pointueuse, de contenir quelques imperfections, sera suffisamment enrichie en commission par les interventions ou amendements pertinents et différents apports des experts de l'Assemblée nationale ainsi que ceux du gouvernement dans le but d'avoir un texte de loi qui apportera des solutions durables aux problèmes actuels constatés jeudi. Nous vous remercions, chers collègues. Nous arrivons l'honneur de prendre la parole par devers vous pour vous faire l'économie générale de la proposition de loi modifiant la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice en République démocratique du Congo, adopté par les deux chambres et promulgué par le président de la République pour se conformer à la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour. Honorables députés et très chers collègues, il est fait état de plusieurs conflits d'attribution, des compétences et confusion entre les huissiers de justice et d'autres agents et fonctionnaires dans l'exercice du ministère d'huissier de justice. Mais aussi l'interférence des autorités politico-administratives, la remise en cause du monopole de la profession d'huissier de justice, l'absence de mesures de protection d'huissier et l'absence d'un ordre national près la Cour de cassation et les conseils d'État dans l'exercice de leur profession
provoque un désordre qui mérite d'être corrigé. En dépit de la mise en œuvre de la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016, telle que modifiée et adoptée par les deux chambres, à ce jour, cette loi qui a été mise en place pour se conformer à certains traités et accords internationaux régulièrement ratifiés par notre pays, notamment les traités de l'OADA, afin de garantir des procès équitables de tous. Ainsi donc, les décisions rendues au nom du peuple congolais sont exécutées au nom du président de la République. Et le représentant du chef de l'État, en l'occurrence l'huissier de justice, se heurte souvent à des difficultés pour l'obtention des réquisitions des forces devant lui permettre de procéder à l'exécution des décisions judiciaires par voie forcée, comme l'exigent les textes en la matière. En outre, la loi susvisée n'a aucunement prévu des dispositions abrogatoires pour l'application de la loi existante en la matière, qu'il faille à tout prix pallier à ces vides. C'est pourquoi, devant la représentation nationale, nous avons les difficultés de rappeler si haut la présente proposition modificative visant l'amélioration des faiblesses et l'incohérence constatée dans l'application de la loi en vigueur. À savoir, premier point, préciser davantage les attributions des huissiers de justice ainsi que les actes qu'il est appelé à poser afin de dissiper toute confusion avec d'autres fonctionnaires et conflits d'attribution. 2. Intégrer des dispositions finales et abrogatoires et les régimes d'autorisation des poursuites lorsqu'il faut interpeller les huissiers de justice. 3. Proposer certains mécanismes pour empêcher les interférences des autorités politico-administratives. 4. Apporter une résolution à résoudre les difficultés liées à l'obtention des réquisitions des forces publiques devant les autorités qui en exigent au préalable la demande. 5. Promouvoir un ordre national d'huissiers de justice près la Cour de cassation et le Conseil d'État. Honorable Président, honorables députés et très chers collègues, les 5 motivations que nous venons de présenter constituent le socle de cette proposition de loi modifiant la loi qui a été promulguée le 15 juillet 2016. Ceci fera en sorte que l'huissier de justice qui exécute les décisions qui sont exécutées au nom du président de la République fasse son travail en toute sérénité et dans une sécurité garantie par les lois de la République. Il s'observe, comme nous l'avions dit, certaines autorités habilitées à octroyer les réquisitions des forces publiques se heurtent à bloquer, à utiliser les manœuvres frauduleuses pour ne pas autoriser dans le délai. Et aujourd'hui, plusieurs affaires en souffrance, non exécutées, dont les paisibles citoyens ne cessent de réclamer justice. Ensuite, la plupart des huissiers, lorsqu'ils sont tentés d'exécuter leur métier, ils sont victimes de l'exercice des comportements physiques tendant à empêcher, à porter atteinte à leur corps, alors que les missions qu'ils exercent, ils exercent au nom et pour les comptes
de la République telle que la loi le veut. Et enfin, lorsque cet ordre sera organisé, comme nous l'avions dit, ça permettra à ce que les corps qui jadis n'étaient pas organisés puissent être hiérarchisés. Parce que l'article 204.36.2 soumet cette catégorie comme les agents libéraux. Il y a lieu, honorable président, honorable député, très chers collègues, de prendre en compte cette proposition modificative afin de permettre à ce que les travaux des huissiers se fassent dans un climat plutôt serein, sans qu'il y ait des désordres et l'interférence dans l'exercice de leur mission. Et la présente proposition de loi a au moins 3 articles. Chacun de ces articles modifie quelques articles. L'article 1er modifie 10 articles et l'article 2 insère 13 articles bis et le 3e article insère les dispositions abrogatoires telles que ça n'a pas été prévu par la loi de 2016. Honorables députés, très chers collègues, telle est l'économie de la présente proposition de loi que nous soumettons à votre auguste assemblée en fait d'enrichir pour que le travail d'huissier se fasse en tenant compte de la loi. J'ai dit et je vous remercie. Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. J'interviens par rapport à la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de l'ordre, organisation de la profession d'huissier de justice. Je félicite nos 3 collègues pour leur travail, pour leurs initiatives, et je m'appesantis sur la proposition que dont je viens de faire référence. J'ai essayé de comparer les innovations que la proposition apporte par rapport à la loi elle-même, la loi initiale. Et je suis à l'article 28. Quand je compare les 2 articles, je vois la même chose. Et je ne vois pas où se trouve l'innovation ou la modification qu'apporte cet article 28. Il en est de même de l'article 32. Je compare la loi initiale et la proposition de loi. Je constate que la proposition de loi dit la même chose que la loi initiale. Je m'en vais à l'article 39, honorable président. Je compare les 2 articles, je trouve que l'article 39 dans la proposition de loi n'a pas une formulation heureuse. Je ne peux pas comprendre que dans une loi, toute une disposition puisse seulement dire l'huissier de justice se trouve dans ces cas dans une position de non-activité. Ça ne concorde pas, ça ne rentre pas dans les cadres de la légistique. Par rapport d'ailleurs à l'ancienne loi, la formulation ancienne est plus heureuse. Là, c'est en ce qui concerne la loi sur la profession d'huissier. Concernant la proposition de loi portant nouveau code de la route, je voudrais seulement faire une suggestion qu'il soit introduit les nouvelles technologies de sécurité routière, notamment la géolocalisation. Sous d'autres cieux, la sécurité routière est aujourd'hui assurée par les caméras, par un dispositif informatique consistant à surveiller les usagers et surveiller tous les usagers de la route. Merci beaucoup, honorable président, de m'avoir accordé la parole. Merci. Il y a un acte quelconque de sa profession.
s'étouffent dans une position de non-actif. C'est la réforme contre la chambre provinciale à laquelle il appartient. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorablement venu du haut, honorable député, chers collègues, je commence à féliciter nos différents collègues Bassi Zapama, collègues Toki Kongolo et collègues Mecha, en défi pour ces initiatives louables qui renforcent l'image de notre législation. Honorable président, je voudrais aussi dire merci donne autant d'occasions aux députés qui contribuent à la gestion de la République par leur crédit. Monsieur le Président, je commence par la proposition de loi initiée par notre collègue dans la présentation de l'économie générale du texte de loi. J'aurais voulu aussi entendre parler des références des lois concernées par la modification, sauf de l'économie générale. La proposition de loi de notre collègue Toby Kongolo Kayombi portant nouveau code de la route. J'ai salué des innovations extraordinaires qui sont introduites dans la président. Les infrastructures liées à la circulation routière en République démocratique du Congo qui sont en train d'être construites aujourd'hui, en ce moment même, en 2025. Ça correspond à quelle époque par rapport à ce que nous voyons? L'état des infrastructures routières en RDC, Kinshasa en particulier, la manière dont elles sont disposées ces routes-là, aujourd'hui, tous l'usager à l'infraction varie de violence. 90% des panneaux de signalisation lumineux sont soit souvent en panne, soit longtemps en panne, soit infiniment en panne. L'indicateurs pour les indications qu'on appelle les marquages indiquant les gestes à poser par le conducteur sont soit absents, soit peu visibles dans la présidence. Les agents sont mis à la régulation de la circulation routière. Leur niveau et capacités en matière du domaine où le conflit et des autres occasions de la présidence. Pour reconnaître les efforts énormes démontrés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son plan de modernisation du réseau routier sur toutes les condamnations. À cette occasion de la présentation de cette proposition de loi, je voudrais profiter de dire qu'au vu des budgets alloués à la construction des routes par le gouvernement congolais, ces affectations et l'exécution correspondaient au montant alloué de la présidence, on pourrait arriver à un début d'amélioration, la simulation du nouveau code de la route. Parce que la qualité des infrastructures routières nous livre, comparé au montant décaissé par le trésor public, c'est la nuit et le jour.
Ma présidente, une bonne application des sanctions aux infractions commises par les usagers de la route peut générer des millions de dollars américains. Que l'État congolais offre des infrastructures adaptées. Que la nouvelle loi sur le code de la route proposée par notre collègue Touki soit appliquée. Les amendes irrélatives, par président, vont donner des énormes moyens de droit congolais. Je propose, Madame la Présidente, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je propose que les collègues députés votent pour la recevabilité de ces trois propositions de loi initiées par nos vaillants collègues et une très grande valeur pour notre législature. Je vous remercie. Merci beaucoup. Honorable Président, après avoir décortiqué les contenus de cette proposition de loi, j'ai constaté que la régulation de la circulation routière est considérée comme une problématique pour plusieurs la circulation routière dans plusieurs état de route, le manque des arrêts automobiles dans les grandes agglomérations, le mauvais comportement des agents fournis à la réglementation de la circulation routière et j'en passe. Honorable Président, cette proposition de loi apporte plusieurs innovations considérables au profit des usagers de la route, comme par exemple l'institutionnalisation de l'enseignement sur la conduite automobile et la sécurité routière. L'application de cette mesure va permettre à chaque Congolais, dès le bas âge, d'avoir les notions élémentaires de la circulation routière. Cela peut être considéré comme une piste de solution pour des embouteillages interminables, à l'exemple d'ici à Kinshasa. Honorable Président, honorables membres du bureau, estimés collègues, je ne voulais pas m'attarder sur cette proposition de loi, mais j'ai une proposition. Je voulais que nous puissions revenir à l'article 73 de la Code de la route pour demander, comme nous observons dans d'autres pays, la création d'un établissement public que nous pouvons appeler Agence nationale de sécurité routière. Honorable Président, je voulais aborder la proposition de loi modifiant et complétant portant création et organisation de la profession d'huissier de justice, présentée par mon ami et notre collègue Mandé Foumechak. Je voulais m'attarder sur l'article 23. J'ai suivi mon aîné, honorable Boris Mboukou, qui s'est juste limité au premier point, mais moi je vais aller au quatrième point, où les collègues souhaitent que le huissier de justice ait droit à la protection dans l'exercice de sa profession, ce qui est tout à fait normal, mais lui accorder les droits de porter, les droits de port d'armes, je pense que c'est porter atteinte à la sécurité publique. À mon humble avis, honorable Président, un civil ne peut pas porter une arme, sauf dans les cas où la loi autorise. Donc, je pense que cet ajout n'a pas lieu d'être. Pour terminer, honorable Président,
Je souhaite que nous puissions tous voter pour la recevabilité de ces 3 propositions de loi, car elles nous apportent des innovations. Je vous remercie. Proposer quelques suggestions d'amendements concernant la loi modificative, concernant le code de la route, en particulier sur les mesures de retrait ou de suspension du permis de conduire, d'immobilisation et de mise en fourrière de retrait de véhicules. Les conditions de retrait de permis de conduire, ma proposition est la suivante. Ajouter des critères spécifiques pour le retrait du permis de conduire, tels que conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogue, infraction répétée aux règles de la circulation, prise de mesures en cas d'accident grave causé par négligence. Le deuxième amendement ici, c'est concernant la procédure de suspension de permis. Ma proposition est la suivante, établir une procédure claire de suspension de permis, incluant une notification écrite au conducteur avec les raisons de la suspension, un délai de recours pour contester la suspension, par exemple 15 jours. Et le troisième amendement, concernant l'immobilisation et la mise en fourrière, ma proposition est la suivante, définir les conditions d'immobilisation et de mise en fourrière de véhicules, c'est-à-dire lister les infractions entraînant l'immobilisation, par exemple absence d'assurance, non-respect de signalisation, etc. Obligation d'informer le propriétaire du véhicule dans un délai de 24 heures après la mise en fourrière. L'amendement 4, concernant le retrait du véhicule de la circulation, ma proposition est la suivante. Introduire des mesures pour les retraits, par exemple un critère de retrait pour les véhicules en cas de délabrement ou non conforme aux normes de sécurité. Un processus de réclamation pour les propriétaires dont le véhicule a été retiré. Et en termes de sanctions et pénalités, mes propositions sont les suivantes. Prévoir des sanctions spécifiques en cas de non-respect des nouvelles mesures, telles que des amendes graduées selon la gravité de l'infraction, peine de prison si nécessaire pour des infractions graves et répétées. Ces amendements, honorable président, honorable membre du bureau, très estimés collègues, visent à renforcer la sécurité routière tout en garantissant les droits aux conducteurs. J'ai dit. Honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, je présente mes félicitations à mes 3 collègues qui ont pris du temps pour réfléchir et nous proposer ces 3 projets de loi. Monsieur le Président, étant donné que je n'ai que 5 minutes, je vais aller un peu plus vite. Je vais commencer par la loi de l'honorable Assisa Pamba. Il y a plusieurs interrogations, chers collègues. Déjà, je m'interroge sur la question de la prescription que vous avez soulevée au niveau de l'article 78, je crois, de la loi. Et vous dites exactement ceci, si je peux retrouver l'article 24. Toutefois, l'action publique résultant d'une infraction de corruption ou de faits assimilés est imprescriptible. Mais lorsque je vais plus loin pour regarder ce que vous entendez par infraction assimilée, d'abord, vous n'en donnez pas la définition. Qu'est-ce que les infractions assimilées? Vous n'en donnez pas la définition. Et aussi, vous avez retenu l'infraction de favoritisme à l'article 150H. Favoritisme. Et donc, je voulais savoir pourquoi vous avez retenu ce terme infraction assimilée. L'emploi du terme servitude pénale, je pense que l'honorable Gary Sakata, je ne sais pas si je me suis trompé, avait présenté ici une proposition de loi portant la suppression
de certains termes, notamment la servitude pénale, pour être remplacé par le terme emprisonnement. Et donc désormais, dans l'arsenal pénal répressif congolais, le terme servitude pénale a été remplacé par l'emprisonnement. Deuxième remarque, je vais aller dans la globalité. Les amendes, monsieur l'honorable Passezapama, c'est un financier. Il sait que notre monnaie, c'est le franc congolais. Mais partout, il se réfère au dollar américain. Partout. Amende, dollar américain. Amende, dollar américain, c'est comme si il est contre le franc congolais. Il doit vite revenir à la raison parce que vous nous avez dit que tout à l'heure, il va à l'ECOFIN. Mais le budget, lui, n'est pas écrit en dollars, chers collègues. Le non-respect, Monsieur le Président, du principe de la légalité des délits et des peines. Nullum crimen nulla poena sine lege. Vous avez l'infraction de financement occulte de partis politiques. J'ai peur que certains partis disparaissent. L'article 150O, sans préjudice des dispositions législatives en vigueur relatives au financement des partis politiques, toute opération occulte destinée au financement des partis politiques est punie d'une servitude pénale de 2 à 10 ans et d'une amende. Mais vous ne nous dites pas qu'est-ce que exactement le financement d'un parti politique. Donc vous ne nous en donnez pas les éléments constitutifs, mais vous ne nous dites pas quel est l'élément moral. Et ceci porte préjudice à qui? Bon, je pense que vous allez essayer de revoir la copie. S'agissant de l'infraction à l'article 150P, blanchiment du produit d'infraction. Mais je pense que la matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est prise en charge par la loi portant financement de partis politiques, lutte contre le financement, le blanchiment de capitaux. Et donc, je ne trouve pas aisé que une loi particulière, n'est-ce pas, une disposition d'une loi particulière revienne ici avec d'autres éléments. C'est quand même une copie à revoir, Monsieur le Président. L'élément moral dans plusieurs définitions que vous avez données fait défaut. Donc je pense que l'écriture doit être revisitée. Monsieur le Président, je vais laisser la place aux autres qui sont plus au tir que moi pour revenir sur la question. Mais je voulais simplement rappeler à mon collègue Chers collègues, tout ça c'est le code de la route ou bien c'est autre chose? Évidemment, honorable président, je suis en train donc de démontrer les fléaux que nous avons déjà connus par rapport à ce détournement ici. Mais toutefois, nous sommes en train d'encourager vraiment cette proposition. Honorable président, il faudrait passer par certains exemples pour montrer que la loi est la bienvenue. Honorable président, j'estime que c'est ici l'occasion de parler aussi de la réparation des victimes de la corruption. Car dans tous les domaines, il s'observe ce phénomène-là de la corruption. Il y a eu détournement pour construire des centres de santé. Et lorsqu'il y a détournement pour la construction des centres de santé, il faudrait, honorable président, là j'encourage l'imprescription du fait de corruption. Parce que lorsqu'il y a détournement, par exemple, des fonds pour la construction des centres de santé, il faudrait qu'on poursuive l'auteur de ce détournement jusqu'à vraiment à sa vie, jusqu'à sa mort. Parce que beaucoup de gens, évidemment, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont détourné, ils fuient avec l'argent et ils s'enrichissent avec l'argent de la corruption, alors que la corruption fait plusieurs victimes. J'insiste donc
pour cette notion de l'imprescription de l'acte de corruption, honorable président. Parce que les gens ne doivent pas détourner l'argent du denier public et s'enfuir à l'étranger ou jouir de la prescription après un certain temps et se retrouver libre avec un enrichissement de la fraude. Ça, nous devons combattre. La poursuite contre les auteurs donc, de la corruption doit être perpétuelle jusqu'à ce qu'ils remboursent le bien détourné et réparer les victimes de leurs actes. Honorable Président, honorables députés, chers collègues, je nous invite donc à bien recevoir cette proposition de loi parce qu'elle est importante pour notre pays qui subit les affres de la corruption. Honorable Président, je ne manquerai pas de dire un mot par rapport à la loi modifiant et complétant la loi sur le nouveau code de la route. Honorable Président, je pense que les panneaux de signalisation devaient être un préalable pour tous les services de régulation de circulation routière. Mais cela paraît comme un accessoire dans nos villes, mais aussi sur les routes de dessert agricole ou les routes provinciales et locales. En tout cas, les panneaux sont vraiment absents. Nous pensons que c'est une occasion pour que l'on insiste aussi sur les panneaux de signalisation au niveau des routes. Que pensez-vous, que dites-vous, chers collègues, des policiers de roulage qui perçoivent pour eux-mêmes les amendes? Il faudrait quand même qu'on dise quelque chose par rapport à ces policiers-là qui perçoivent pour eux-mêmes mettre dans leur... J'ai parlé du nouveau code de la route en RDC. C'est depuis plus de 47 ans qu'on n'a pas eu ce nouveau code. Et ça pose problème en RDC. Quelle que soit l'obtention des permis de conduire, les permis de conduire en RDC sont le plus cher dans la région. On est déjà au-delà de $90, y compris taxes, frais, pour la catégorie B. Ailleurs, dans toute la région, c'est $50, $40. J'ai déjà fait un document pour dire au gouvernement, il faut que même ces documents-là soient produits en RDC, soient produits par des Congolais, que ce soit même produit par la Banque centrale, comme les passeports, parce que nous sommes les plus chers dans la région. On a parlé des autoroutes. Je viens de dire que nous avons pris de 154 000 km de routes en RDC. Nous n'avons pas même 1000 km d'autoroutes. Comment voulez-vous un grand pays comme la RDC manque une autoroute de 6 bandes, 4 bandes? Pourtant, Matadi, Kinshasa, Bandundu, Kasai, jusqu'au Katanga, la RN1 devrait être, c'est 3000 km, devrait être une route à 6 bandes. Ça rapporte beaucoup d'argent. Nous sommes d'ailleurs les plus chers au monde pour les péages routes. Les péages routes dans la région, c'est $1 par 10 km. Mais au Congo, c'est 10 fois plus. Mais il n'y a pas de route. On a parlé des motards. La nouvelle proposition n'a pas intégré les motards dans les transports en commun. Parce qu'il dit que les transports en commun, c'est quelqu'un qui transporte 3 personnes, y compris chauffeur. Donc c'est la voiture. On a encore oublié une fois les motards. Pourtant, j'ai dit que les motards sont devenus des jeunes entrepreneurs. Le chef de l'État en parle toujours, il faut créer des milliardaires congolais. On a parlé de l'entrepreneuriat. Il faut encourager ces gens-là. Et je demandé que le gouvernement pense comment on peut faire une taxe unique de $50. Dans les $50, on taxe pour le motard. $50, il y a son permis, son assurance, son autorisation d'exploitation. Il sera content. Et sur 100 000 motos, le gouvernement fera entrer au moins 500 millions. Les 500 millions, on peut construire 500 km de route. L'argent est dans ce pays, mais il faut les canaliser. Et moi, j'ai dit pour terminer, partout au monde, la route parle. Et je dis comment la route parle, il n'a pas de bouche. La route parle parce qu'il y a des signalisations. Vous voulez aller à Bandundu, on vous indique que vous prenez gauche-droite. Vous voulez aller au Congo central, vous arrivez à Ndjili, vous voulez aller à ma campagne, vous voulez aller à Gombe, vous voulez aller... C'est la route qui vous indique. Et moi, j'ai dit encore une fois, il faut réfléchir sur la bande dédiée uniquement au transport en commun. Nous sommes le seul pays où les bus, les transports en commun, fait souffrir les passagers parce qu'ils traînent. Il faut une bande dédiée uniquement pour les bus, de transport en commun. Il faut aussi une bande dédiée uniquement pour les anti-incendies, les ambulances, les corbillards et surtout aussi le cortège du chef de l'État. Il faut avoir cette bande-là. Pas question quand tu vois dans la route ici, même sur le boulevard,
les militaires, les policiers sont en train de taper les gens, donner le passage, ça ne se fait pas comme ça, nulle part au monde. Nous sommes un grand pays. La capitale de Kinshasa a plus de 15 millions d'habitants. Imaginez-vous que lorsqu'on aura plus de 1 million de véhicules, on va rouler, on va passer par où? Construisons d'abord les routes et aussi les questions de fourrières. Comment voulez-vous, quand quelqu'un vous arrête, vous avez vu déjà la vidéo qui circule partout au monde. C'est de la corruption en RDC. On ne peut pas aller en RDC, on ne peut pas investir là-bas. L'image, l'amélioration du climat des affaires. Il faut arrêter tout cela. Nous, c'est le pays, vous voyez, ça, dans un carrefour, 8 roulages, 10 roulages, il fait quoi? Non. Il faut des tracasseries. Il ne faut pas aussi parler des questions de fourrière. La fourrière pose problème. Ailleurs, vous avez un permis de conduire, ce sont des prêts. Vous avez mal conduit, on réduit les prêts. Jusqu'à ce qu'on vous retire le permis. Si vous passez dans un sens unique, on vous retire le permis. Mais ici, il n'y en a pas ça. Mais pourtant, le permis est plus cher. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on arrête les gens pour le permis. On n'a pas encore de centres, on n'a pas encore mis des centres de production de permis à Lubumbashi, à Bukavu, à Goma, à Kisangani, à Bandundu. Non, il faut mettre ça dans chaque province. Et il faut dans la ville de Kinshasa avoir au moins plus de 10 centres de production, des centres là où on peut délivrer le permis. Pas seulement dans la ville de Kinshasa, 300, 15 millions d'habitants, ce n'est pas possible. Ça devient un marathon. Pour avoir un permis, c'est un combat. Pourtant, le permis est cher. Et qu'est-ce que l'État gagne dedans? Donc, nous disons que c'est une nouvelle loi. On va verser tous ces éléments à la commission pour qu'on améliore. C'est une bonne loi. Il faut encourager l'initiateur. Et le Congo a besoin de telles lois qui peuvent améliorer la vie et les conditions des citoyens. C'est toute la circulation. Merci. De notre pays. Alors, je vais commencer par d'abord le papa à qui je dis un grand merci concernant son combat. Merci de donner à la République cet outil qui va nous aider à lutter contre la corruption, qui constitue un gros d'étranglement pour la bonne marche de notre République. Et nous étions un peu perdus entre les concepts, la corruption intellectuelle, la corruption morale. Au moins, on sera fixé de ce qu'il s'agit de la corruption. Alors faisons un appel au droit comparé. J'ai essayé de voir ailleurs qu'est-ce qu'on a dit sur la corruption active et la corruption passive. En lisant la loi de notre collègue, la première chose que j'ai remarqué, c'est que peut-être on a effleuré de parler de corruption au niveau de l'article 149 et un autre article, mais dans le corps de sa loi, l'honorable Passy responsabilise l'agent de l'État. C'est une bonne chose. Et comme je l'ai dit, faisons le droit comparé avec une question à poser à mon collègue. Pourquoi avoir responsabilisé l'agent de l'État public dans un pays où la corruption est devenue presque fonctionnelle? Pourquoi n'avoir pas légiféré sur le deux équilibrement, bien sûr, sur la corruption active et la corruption passive? Et concernant le code de la route, je salue également mon collègue Noir Toby Gongolo, mais je suis restée un peu sur ma soif lorsque j'ai lisé les instruments juridiques évoqués à ce niveau. Permettez-moi de réfléchir à votre voix, chers collègues. Ici, il a été évoqué également la question des naufrages. Et nous le savons tous, les naufrages dans notre pays sont devenus vraiment un fléau. Chaque matin, soit c'est au Tanganyika, soit c'est à Kolé, soit l'Équateur, et même à Kinshasa, au bord de la ville de Kinshasa. Et je me disais, pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups alors que nous luttons pour la préservation de la vie humaine? Je ne crois pas que les naufrages sont devenus également des fléaux qui gangrènent notre société. Et chers collègues, je voudrais demander que les lois de contrat pour la question déclarée recevables par la Première. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue. Et l'honorable Saint-Romain sous ce camp. La proposition des lois mondiales d'État. La proposition des lois précitées. Merci. Enfin, nous en arrivons à la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié pour
pour la première à la commission aménagement des territoires, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour la deuxième, celle de l'honorable Mandefou, à la commission politique, administrative et juridique. Et pour la troisième, celle de l'honorable Pascal Bamba, à la commission mixte juridique, politique, administrative et juridique et droits de l'homme. Les collègues veulent participer activement à leurs travaux en vue d'apporter votre niveau nom de l'Assemblée plénière de l'honorable collègue de l'Ocale Pétoubi, André Kououela de Jacques, parce que la femme va tout calendrier les prions de gagner des sièges dans l'hémicycle. Maintenant, en encouragement et applaudissement de notre assemblée. Honorables députés et mes chers collègues, nous avons ainsi terminé avec notre groupe et remercions de votre